Bonjour à toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette 6e édition de l'événement En marche pour la parité. Je m'appelle Pascale Navarro et j'aurai le plaisir d'animer cet événement. Un événement qui a été inauguré en avril 2016 par le groupe Femmes, Politique et Démocratie et qui salue à rebours le courage des suffragettes, des femmes engagées en faveur du suffrage féminin et qui ont fait le chemin, le pèlerinage pendant 14 ans avant d'obtenir le droit de vote en 1940, mais qui ont suivi des traces, elles aussi, de militantes et de femmes engagées au long des décennies de lutte et de recul. Ce travail est une chaîne qui traverse les générations, comme en fait foi le monument aux femmes, en hommage aux femmes, qui est devant le Parlement et qui présente la première femme députée, Marie-Claire Kirkland, et les militantes Marie-Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. Donc, on est dans le prolongement de leur travail, car rien n'est acquis. Le groupe Femmes, Politique et Démocratie est un organisme non partisan, voué à l'éducation citoyenne et au soutien des femmes en politique, et plaide pour une loi ou pour des mesures qui donneront lieu de manière durable à la parité femmes-hommes dans les instances politiques, instances décisionnelles. Le présent événement met en contact tous les membres du réseau des partenaires pour la parité, un regroupement de 35 organisations, 477 organismes alliés représentant 1 427 500 Québécoises et Québécois qui sont en faveur d'une loi sur la parité. Pendant la prochaine heure, nous allons échanger avec nos invités d'honneur, 4 femmes élues qui ont à cœur la présence des femmes en politique et que qu'on remercie vivement d'avoir accepté cette réunion si importante. Donc, je vous présente ces invités d'honneur. Madame Isabelle Charret, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine. Bonjour, merci d'être avec nous, Madame Charret. Madame Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole en condition féminine pour le Parti libéral. Merci d'être avec nous, Madame Melançon. Bonjour. Madame Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole en condition féminine pour Québec solidaire. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Madame Mégane Perry-Melançon, députée de Gaspé, porte-parole en condition féminine pour le Parti québécois. Merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. En attendant de vous entendre, chers invités, écoutons ensemble l'allocution de la présidente du groupe Femmes, Politique et Démocratie, Madame Thérèse Mailloux. Je signale également qu'il y aura une courte période de questions pour les médias à la fin de la présente discussion, questions qui seront réservées à la présidente. À vous, Madame Mailloux, on vous écoute. Merci. Alors, bienvenue et bonjour à toutes et à tous, Madame la ministre, Mesdames les députés, membres du groupe Femmes, Politique et Démocratie, membres du CA aussi qui sont parmi nous, chers invités. Alors, merci effectivement d'avoir accepté notre invitation et de participer à cet événement. Voilà maintenant 6 ans que le groupe Femmes, Politique et Démocratie a entrepris, comme les suffragettes, on l'a dit au début du siècle dernier, de rencontrer les élus et les parlementaires afin de les sensibiliser à la nécessité de la parité. Avec aujourd'hui 44% de femmes élues, un niveau jamais atteint auparavant, le Québec est entré dans un club select. Vous le savez, s'il était un pays, le Québec figurerait parmi les 15 premiers sur 192 pays dans le monde en matière de représentation féminine. C'est un pas de géant dont nous pouvons être fiers. Mais nous voulons le rester fier, maintenant et pour l'avenir. Et la seule manière d'y arriver, selon nous, c'est de ne pas laisser au hasard ce choix si important. Il faut des mesures, il faut des règles inscrites dans nos lois pour que l'égalité de représentation soit une chose acquise et normale au Québec. La crise sanitaire que nous vivons a mis à jour des inégalités entre les femmes et les hommes. Et nous croyons que la contribution des femmes à la politique et aux choix qui seront faits dans l'avenir sera cruciale pour éviter des reculs pour les femmes, que ce soit au niveau de leur emploi, de leur sécurité physique, de leur sécurité sociale ou financière. La parité est devenue aussi un combat qui est partagé par beaucoup de pays dans le monde entier. Il y a plus de 100 pays dans le monde qui ont déjà pris action par des lois pour introduire davantage de parité dans leur assemblée législative. Et l'Organisation des Nations Unies, encore récemment, en mars justement de cette année, a fait de la participation égalitaire des femmes dans les décisions politiques un objectif de taille
pour les prochaines années, reconnaissant par là que la sortie de la pandémie allait davantage être garante de progrès pour les femmes, pour leurs droits, pour leur statut, pour leur sécurité, si il y a suffisamment de femmes qui peuvent prendre des décisions dans ces différents pays. Donc, il faut que le Québec devienne un leader en matière de parité, et pour nous, cela passe par une loi. Si le Québec est vraiment un endroit où l'égalité est un droit, eh bien, légiférer sur la parité nous apparaît être une incarnation de ce droit. Au 21e siècle, pour nous, il ne faut plus laisser au hasard la concrétisation de la parité. C'est à vous, femmes et hommes politiques, de le décider. Merci. Merci Thérèse, merci pour cette allocution bien sentie. Effectivement, on va commencer cette discussion maintenant et on n'a pas vraiment le choix que de parler de cette pandémie. Évidemment, ce qui a fait ressortir, comme le disait Thérèse, mais comme le disent beaucoup de femmes d'ailleurs actuellement, les inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi les personnes plus vulnérables et ceux qui le sont moins. Au chapitre de l'emploi, des inéquités salariales, aussi toute la fragilisation de l'autonomisation des femmes, puisque beaucoup ont dû quitter leur emploi ou ont perdu leur emploi et doivent s'occuper plus de leurs enfants, faire l'école à la maison. Il y a aussi toute la question de l'atteinte à la sécurité et l'intégrité physique, donc violence conjugale, domestique, féminicide. Bref, la crise actuelle nous remet en plein visage la fragilité des gains qu'on croyait acquis. Et avec toutes ces femmes qui sont revenues à la maison, comme l'a écrit l'économiste Louise Champoux-Payet, ça fait beaucoup de femmes qui ne sont plus dans la vie active et occupées à prendre soin des enfants, des proches de la maison. Donc, on est réunis aussi aujourd'hui pour que les réflexions convergent vers des solutions, vers plus d'égalité, plus de participation politique des femmes, vers la parité aussi pour une contribution des femmes à la richesse collective. Donc, ma première question, c'est comment allez-vous vous assurer que les femmes prennent part aux décisions dans la relance, qu'elles seront du nombre pour contribuer au futur et pour que l'agenda politique aussi intègre leur vision et leurs propres objectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous taraude. Et bon, Madame Charest, je vous donnerai la parole pour répondre à cette première question. Oui, je salue tout le monde qui participe à cette rencontre. Merci de l'invitation. Dans un premier temps, je pense que je parlerai de, vous avez dit en préambule le fait historique où on a 44% des élus. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un signe très important de l'évolution des choses et du fait d'avoir des femmes en position de leadership, en position décisionnelle. Mm-hmm. Et ça a marqué énormément le parcours politique des années actuelles. Donc, en pré-pandémie, disons que c'était peut-être la situation optimale pour se retrouver avec des femmes qui sont dans les lieux décisionnels. Alors, d'un premier temps, en fait, tous les partis politiques là, qui nous regroupent aujourd'hui ont eu une attention très particulière au fait de présenter des femmes. Mm-hmm. Je pense qu'il faut le saluer. À mon parti, on avait 50% des candidats qui étaient des femmes, et bon, évidemment, ça s'est manifesté dans le Conseil des ministres qui est paritaire, mais aussi dans la place des femmes. Donc, évidemment, ça aura une incidence sur la suite des choses parce qu'on a des femmes qui sont en place, des femmes qui sont à des positions aussi importantes. Donc, on a une brochette de ministres féminines qui, évidemment, vont amener leur point de vue, leur regard sur la suite des choses dans un contexte de pandémie où on sait que toutes les crises vont exacerber les inégalités, vont rendre encore plus vulnérable la situation des femmes. Alors, je pense qu'on est dans un contexte qui est favorable à la suite des choses, et ça s'est fait, ça s'est travaillé par justement une vision ou un désir politique de faire en sorte justement d'avoir de plus en plus de femmes. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire que ce soit dans le contexte politique dans lequel on est pour justement, pas juste faire en sorte que les femmes soient là, mais que les femmes veulent
y intégrer. Bon, on a vu aussi avec la pandémie tout le côté négatif peut-être de la situation qui probablement touche un petit peu plus les femmes qu'on parle de la cyber-intimidation, qu'on parle bon, d'enjeux de la conciliation travail-famille aussi qui vient encore une fois toucher les femmes politiques aussi. Alors sur plein d'égards, il faut continuer le travail, mais je pense qu'on est dans une situation qui est propice à l'évolution des choses parce que justement, on a en place plein de femmes qui arrivent avec un parcours complètement différent. Les 4 femmes que vous avez politiques ont des parcours complètement différents. Mais je pense pour pouvoir avoir une bonne représentation de la population, ben c'est ça. Il faut laisser la place, mais il faut aussi que la place soit attrayante pour toutes ces femmes pour vouloir s'investir puis y demeurer aussi. On va peut-être parler de ça, d'une place attrayante. C'est intéressant comme idée. Madame Melançon, je vous cède la parole. Merci. Ben, un peu dans le même optique que la ministre, je pense qu'on peut s'enorgueillir au Québec, bien sûr, de voir autant de femmes qui ont été élues lors de l'élection générale de 2018. À cela, il faut toujours parler de la fragilité. Malheureusement, c'est pas une constance, là, puis on l'a vu dans les dernières élections générales. Malheureusement, on voyait que le taux oscillait autour de 30% de femmes qui étaient élues. Donc, on a un travail à faire. On doit bien sûr prendre la place qui nous revient et on viendra probablement un peu plus tard sur l'idée d'encadrer justement la présence des femmes dans une loi. Mais à ce moment-ci, vous parlez de relance. Moi, ce qui me trouble énormément, c'est de voir qu'il y a 3 fois plus de femmes qui ont été affectées par la pandémie lorsqu'on parle du travail, par exemple, lorsqu'on parle des pertes d'emploi, lorsqu'on parle de la précarité. Malheureusement, la pandémie a aussi mis tous ces problèmes-là qui ont été exacerbés, disons-le, bien sûr, par la pandémie. Et on va devoir s'assurer que les femmes et que la place des femmes pour le marché du travail, parce que c'est un pas de recul terrible. On parle des années 80 comme pas de recul actuellement pour le marché du travail chez les femmes. Alors pour moi, c'est très, très important qu'on puisse travailler toutes ensemble. Et ça, c'est important aussi qu'on le dise, à ce que la place des femmes soit bien représentée dans la relance économique, parce que de toute façon, il ne pourra pas y avoir de relance économique sans relancer aussi le travail des femmes. Je l'ai dit, je l'ai déjà répété avec un sourire, mais c'est pas vrai que les femmes d'aujourd'hui veulent rester à la maison. On est des preuves, là. Mégane, ça viendra sans doute, mais on a des enfants pour la majorité ici, là, aujourd'hui. Donc, on est capable de faire la démonstration que la vie familiale avec des enfants en bas âge et le travail politique, c'est possible. Et ça, pour moi, j'espère que ça inspire des femmes, des jeunes femmes à dire on peut faire le saut, c'est faisable. Merci beaucoup, Madame Melançon. Effectivement, s'il y a un filet social assez fort pour que les femmes puissent justement compter sur un réseau pour s'occuper de leurs enfants aussi. Et Madame Labrie, est-ce que vous voulez partir dans cette direction ou alors répondre à la question que j'ai posée sur la relance? Oui, vous nous amenez sur la relance. En fait, moi, vous avez nommé d'ailleurs plusieurs des conséquences de la pandémie sur les femmes. Elles sont bien documentées. Je me serais attendue à ce qu'une analyse différenciée selon les sexes soit faite pour tout ce qui encadre le plan de relance du Québec. D'ailleurs, en général, c'est une démarche qui devrait être faite pour l'ensemble des projets de loi, des politiques, des programmes qui sont créés par le gouvernement. Et dans le cas de la relance en particulier, où on sait que les inégalités se sont creusées entre les hommes et les femmes, moi, ça faisait partie de mes attentes qu'il y ait une analyse différenciée qui soit faite pour s'assurer que chaque dollar qui va être investi dans la relance va permettre de réduire les inégalités. Puis, quand on voit qu'elles se creusent, comme on le vit en ce moment, quand on vit des reculs, notamment dans les services qui sont offerts aux femmes, dans leurs conditions économiques, moi, ça m'inquiète pour la participation politique des femmes aussi, parce que c'est certain qu'une femme qui est épuisée, assaillie par la charge mentale depuis les dernières années à cause de la pandémie, par exemple, une femme qui n'a pas accès à des services de garde, une femme qui s'est précarisée financièrement parce qu'elle a dû s'absenter du marché du travail à cause de la pandémie, par exemple, mais c'est une femme qui est moins susceptible de prendre le risque de faire le pari de se lancer en politique. Donc, pour moi,
c'est quand même inquiétant ce qu'on a devant nous, dans le sens où oui, on a franchi des grands pas en matière de parité dans les dernières années, mais avec une précarisation économique des femmes, on risque de voir des reculs. Merci. Comme l'a dit la ministre Charest, c'est vrai quand même qu'on a un grand nombre de femmes, un nombre même record, donc il va falloir pouvoir compter là-dessus. Madame Perry-Melançon, que pensez-vous de ça? Tout à fait. Donc, je pense, et moi aussi, là, qu'on a fait de réelles avancées dans la société pour faire une plus grande place aux femmes. Quand il y a une pandémie qui nous frappe comme celle qu'on vit présentement, on voit à quel point les inégalités, il y en existe encore et même qu'elles se sont creusées. Je suis d'avis également qu'on doit en faire plus pour analyser tous ces écarts-là à chaque fois qu'on pose un geste comme gouvernement là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet pervers d'une décision qu'on prend ou d'une loi qu'on veut faire adopter. Alors, pour moi, ça passe par effectivement une analyse différenciée selon les sexes. Et je pense que dans cette relance-là, il faut vraiment miser sur la valorisation des professions qui sont plus particulièrement là remplis par des femmes. Il y a des secteurs qui sont très touchés. On parle du domaine économique, c'est certain que tout le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, je vois Madame Melançon qui hoche la tête, on est porte-parole aussi en tourisme, et on voit à quel point les femmes entrepreneurs ont été plus à risque de perdre leurs entreprises. Dans cette crise-là, certaines ont perdu leur entreprise. Alors, je pense qu'il faut s'assurer aussi d'un point de vue économique qu'on soit là derrière eux. Aussi sur le plan communautaire, parce que beaucoup de femmes aussi sont dans des organismes communautaires et œuvrent auprès d'autres femmes, que ce soit en termes de logement social, en termes de violence conjugale, des organismes qui en font beaucoup avec peu de moyens. Alors, je pense qu'encore là, il faut s'assurer de consolider les services qui sont offerts pour s'assurer du bien-être de nos femmes, la protection de nos femmes, on en a beaucoup parlé. Alors, je pense que c'est à ce niveau-là que la relance doit être à saveur féministe, comme on l'a dit plus tôt. Et il va falloir vraiment qu'on ait une attention particulière à tout ce qui touche notamment à la place des enfants en garderie, le télétravail. Encore une fois, on a vu à quel point ça touchait majoritairement des femmes, des jeunes mamans qui veulent reprendre leur place sur le marché du travail, qui sont contraintes de faire. Alors, tout ça, c'est des enjeux qu'on tente chacune à notre façon, les quatre qui sont devant vous aujourd'hui. On tente de s'assurer là, des meilleurs services offerts à la population. Alors, je pense qu'il faut continuer le travail. Merci beaucoup. Oui, parce que en effet, si on a une parité, il faut que ça veuille dire quelque chose. Il faut qu'on soit capable d'en voir et d'en mesurer les effets. D'ailleurs, comment s'assurer que le Québec, lors de la dernière élection, a eu tellement un bon taux de représentation féminine, qui s'est classé, comme l'a dit Thérèse Mailloux, dans le peloton de tête pendant quelques années, continue à faire élire les femmes à parité avec les hommes. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'adoption d'une loi sur la parité ou de mesures concrètes, réglementées, pour faire avancer la cause? Qui veut se lancer? Madame Charest? Madame Melançon? Je peux y aller. Je vais y aller avec plaisir. Pour moi, là, il faut qu'on puisse s'assurer que ce que nous avons réussi à faire à travers les années, on puisse le répéter. Et malheureusement, on ne peut pas laisser ça au hasard. Et actuellement, on a un projet de loi à l'Assemblée nationale, le projet de loi 39, dans lequel on retrouve justement l'idée de la parité, pour atteindre la parité à l'Assemblée nationale. Vous le savez, ma formation politique est pas en accord avec le projet de loi. Et en plus de pas être en accord, pour moi, où ça me fait un peu de la peine de voir qu'on met la parité au jeu dans un mode de scrutin, alors que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Pour moi, là, la parité, on devrait traiter ça différemment dans un autre projet de loi pour pouvoir arriver rapidement, pour 2022, pourquoi pas, avec justement de la parité à l'intérieur des lois qui nous gouvernent, parce que c'est pas vrai qu'on va pouvoir arriver puis mettre
au jeu l'idée de la parité dans un référendum sur un mode de scrutin. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est complètement improbable. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours dit, puis j'en ai parlé avec certaines qui sont ici aujourd'hui, de l'idée de dire on doit sortir ça du projet de loi. Il faut que ce soit complètement mis dans un projet de loi unique pour la parité, pour arriver rapidement avec quelque chose en 2022, parce que ça peut nous glisser des doigts. Et tout à l'heure, j'entendais la ministre dire, nous, dans notre formation politique, on a eu tant de femmes. Nous, dans notre formation politique aussi, dans nos instances, puis il y a plusieurs partis politiques ici là, qui, dans leurs instances, mettent des chiffres, des pourcentages. On veut avoir un nombre de candidats X, donc à 50%, c'est ce qu'on vise. On vise toutes et tous. Et il faut aussi les faire élire, ces femmes-là. Exactement. Et pour ce faire, je pense qu'on va devoir encadrer la suite des choses, sans quoi, malheureusement, on peut se retrouver avec des reculs, malheureusement, dans le temps. Et je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin, et il y a de nouvelles formations politiques aussi qui arrivent avec des idées qui disent, non, la parité, vous savez quoi, là, on l'a déjà atteint, puis passez à autre chose, les filles. Ben non, il faut pas qu'on aille dans cette direction-là. Non. Je pense vraiment qu'on doit prendre les choses en main, puis je suis persuadée, je vois des sourires autour, là, je suis persuadée qu'il y en a plusieurs qui sont du même avis que moi. On est toutes convaincues, je crois, ici. Madame Charest, est-ce que vous répondez à ça, à cette inquiétude que ça soit finalement balayé ou qu'on intègre ça dans un projet de loi qui, quand même, concerne la démocratie? On pourrait dire que c'est de même nature, mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en fait, d'une part, je pense que c'est important de le nommer dans une réforme de mode de scrutin qui est le dépôt du projet de loi a été fait à l'automne, si je ne m'abuse. Je perds un peu la notion du temps avec la pandémie. Mais là, d'avoir cette notion de parité qui est inscrite, je pense que c'est déjà un pas en avant. Maintenant, je crois beaucoup dans le changement de culture, dans le fait tantôt je parlais que ce soit un milieu qui soit attrayant, que les femmes veulent s'investir, mais je pense aussi qu'il y a une certaine pression qui doit venir de la population. Donc, en tout cas, moi, j'étais quand même fière de cette notion de parité-là et de la nécessité de nommer ses objectifs en termes de parité. Et souvent, pour bien des situations, on sait comment les choses évoluent quand il y a une pression populaire. Donc, je pense que dans une population où l'égalité et la parité est une valeur nécessaire, essentielle, je pense que ça va se traduire aussi dans tout ce qui sera mis en place. Alors, je pense qu'il y a quand même des éléments intéressants là-dedans. Et encore une fois, là, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur les environnements, sur faire en sorte, on a parlé de plein de dimensions où les femmes, malheureusement, ont été touchées de façon quand même plus marquée que les hommes. Alors, puis la conciliation travail-famille en est une et tout ça, mais il faut encore une fois, je pense qu'une culture, puis de quel bord on le prend, ça, je pense qu'il y a encore des discussions à avoir, puis évidemment, une réforme du mode de scrutin pourra peut-être nous apporter ces discussions-là, mais moi, je pense que comme population, comme civilisation, il faut amener aussi le débat puis de marquer ces valeurs-là qui sont si importantes pour nous. Merci. Mais le débat, en fait, il a lieu depuis un certain temps et la pression populaire aussi. C'est ce qui, d'ailleurs, a donné le 44% dont on parle. C'est pour ça qu'il y a eu tant de femmes élues. C'est que la société civile a démontré une volonté et on est rendu là. Alors, quelle serait la difficulté de l'inscrire dans une loi si on est rendu là? Pourquoi est-ce qu'on se casserait tant la tête à savoir que ça pourrait être un problème? Oui, Mégane Perry-Mélançon, allez-y. Je vous donne la parole après, Madame Labrie. En fait, si je peux me lancer avec mon expérience personnelle en 2018, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui croyait beaucoup en moi parce que j'étais attachée politique à un certain moment
Et on m'avait vu sur le terrain travailler auprès de mes concitoyens. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a approché et j'ai donc commencé la réflexion à ce moment-là. J'avais pas fait ce cheminement-là personnel avant. Et ceci dit, j'ai dû quand même passer par une investiture qu'on appelle dans mon parti qui veut que ce soit fait de façon démocratique. Donc, tous les candidats qui veulent se présenter vont signer le même formulaire, aller chercher leur signature et ensuite, s'il y a plusieurs candidats qui ont levé la main, vont devoir passer à un vote démocratique, encore une fois, auprès des membres du parti. Alors, je pense que pour nous, c'est là l'enjeu un petit peu, qu'il faut s'assurer de faire une place aux femmes tout en étant le plus démocratique possible dans tout cet exercice-là. Alors, pour nous, ça représente un défi, mais mon chef est très ouvert quand même là, à cette possibilité-là de l'encadrer, d'avoir vraiment des règlements stricts pour s'en assurer. Je pense aussi que c'est une responsabilité des élus, de chacune de nous, de faire la promotion, de prôner la place des femmes, et c'est en participant à ce genre d'événements comme aujourd'hui qu'on peut le faire, approcher le plus grand nombre de femmes possible, parce que c'est sûr que ça donne un effet, c'est plus rassurant de voir une femme qui nous dit comment se fait la conciliation avec la famille. Je vois Christine, justement, qui a des jeunes enfants, elle pourrait nous en dire beaucoup par rapport à ça, et les autres mamans aussi. Et donc, pour nous, il y a une grande ouverture. Je pense aussi qu'il faut, quand on prend un engagement, qu'on le respecte, autant pour la parité dans le Conseil des ministres, qu'on aille le plus possible vers un 50% hommes-femmes quand c'est possible, quand on a le bassin de députés pour le faire. Alors, je lance une petite flèche au gouvernement, mais c'est simplement, je pense qu'il faut montrer l'exemple. Chaque parti doit faire son grand effort. De notre côté, il y a une nouvelle instance aussi qui s'est créée pour avoir un comité de candidature pour aller approcher des femmes. Je sais que mon chef le fait aussi beaucoup pour s'assurer qu'on ait une représentation vraiment là, auprès des femmes. Alors, il y a beaucoup à faire. On est ouvert aussi à ce que vous présentez comme organisation et on reste attentif à la suite. Oui, on va continuer. Madame Labrie? Mais pour moi, c'est clair qu'on est rendu là à encadrer de manière législative la parité, notamment en instaurant, par exemple, une obligation qui est la parité au Conseil des ministres, en utilisant le financement des partis politiques, le financement public des partis politiques pour venir pénaliser les partis qui n'ont pas présenté des candidatures qui sont dans la zone paritaire, ou venir justement soutenir davantage les partis qui l'ont fait. Donc, avec le principe de bonus-malus, je pense qu'on doit aller là, parce qu'effectivement, même s'il y a une volonté populaire d'avoir davantage de candidatures féminines, d'atteindre la parité, la réalité, M. Diep l'a dit très crûment, là, d'ailleurs, dans un article qu'on peut lire ce matin, c'est que ce sont les hommes souvent qui ont les réflexes de se porter candidat. Puis il l'a dit, moi, je reçois juste les CV d'hommes qui veulent se présenter candidat. Puis c'est un problème qui n'est pas spécifique à la droite. C'est quelque chose qu'on vit aussi à Québec solidaire. Les hommes vont plus spontanément avoir l'envie de se lancer. Les femmes, faut les démarcher, il faut aller les recruter, il faut souvent les convaincre qu'elles ont leur place en politique. Et donc, la solution facilitée pour tous les partis politiques, c'est évidemment de prendre des candidatures qui sont spontanées, mais avec un système de bonus-malus qui serait inscrit dans les règles de financement, avec des obligations de soumettre un certain nombre de candidatures qui atteignent la parité. Ça va forcer les partis politiques aussi à approcher des candidatures féminines, puis à finalement présenter des candidatures paritaires. Puis pour revenir sur ce qui a été dit par rapport à la réforme du mode de scrutin, assurément qu'on n'a pas besoin de la réforme du mode de scrutin pour adopter ces mesures-là en faveur de la parité. On peut tout à fait le faire en dehors de la réforme du mode de scrutin. Puis d'ailleurs, ça a été toujours clair pour nous à Québec solidaire que ces dispositions-là en faveur de la parité qui pourraient être incluses dans ce projet de loi-là ne devraient pas être soumises au référendum parce que ce sont deux choses différentes. Mais en même temps, la réforme du mode de scrutin est aussi une occasion extraordinaire pour favoriser la parité parce qu'avec les candidatures de liste, on peut imposer, par exemple, une alternance entre les hommes et les femmes sur les listes. Et ça vient nous donner un levier beaucoup plus intéressant pour atteindre la parité, parce que comme ça a été nommé, on n'a pas le contrôle sur le vote populaire. On peut bien présenter une parité dans les candidatures qui sont soumises au vote, mais on ne peut pas choisir pour être élu. Au final, c'est un résultat qu'on ne contrôle pas. Mais avec les listes, on peut contrôler davantage. Donc, la réforme du mode de scrutin est aussi une occasion d'aller encore plus loin. Et donc, on devrait être vraiment. Merci beaucoup. Oui,
Isabelle Melançon, vous voulez Si je peux me permettre de simplement un très court commentaire. D'abord, moi, je suis élue depuis 2016 simplement, mais j'ai fait de la politique dans des bureaux de ministres avant, même au début des années 2000. Et à chaque fois, lorsqu'on faisait des approches envers les femmes ou envers les hommes, l'approche est complètement différente. Mm-hmm. Et c'est aussi ce qui nous amène une gestion différente. La gestion féminine au quotidien n'est pas comme celle d'un homme. Mm-hmm. Et c'est pourquoi moi, je crois énormément à la parité, au besoin de parité. Et là, je vais faire sourire Mégane quelques instants parce que je vais quand même citer Marie Malavoie, qui est la présidente du cercle parlementaire, des ex-parlementaires féminins ici au Parlement. Du comité des femmes, oui. Exactement, qui disait la parité, c'est pas une option, c'est un droit. Mm-hmm. Et ça, je crois vraiment que c'est là-dessus qu'on doit travailler toutes pour justement faire accepter que la parité est un droit. Parce que quand même, les femmes représentent 50% de la population. Mm-hmm. Vous savez que cette semaine, on a célébré le 80e anniversaire du droit des femmes au Québec. Oui. Et c'était un pas de géant à l'époque. Là, quand on parle d'un pas qu'on veut, en tout cas, on veut garder une certaine parité comme femme élue, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'on doit encadrer ce droit-là. Tu as bien raison, Isabelle. Tu as bien raison, Isabelle. Puis d'ailleurs, justement, parce que c'est un droit, parce qu'on est légitime de s'attendre à ça. C'est pour ça qu'on propose, nous, d'y aller avec le financement public des partis politiques, parce que ces fonds publics-là, ils sont récoltés dans les poches du contribuable qui sont... aussi des femmes. À moitié des hommes, à moitié des femmes. Donc, c'est tout à fait légitime de s'attendre à ce qu'ils soient représentés équitablement au point de vue politique. Et donc, c'est un outil qui devrait être utilisé pour à la fois favoriser et pénaliser les partis qui présentent des candidatures paritaires. Madame Charret, vous avez parlé de... Ah oui, allez-y. Il faudrait peut-être aussi... je pense qu'il y a quand même une notion qui est importante aussi à considérer. Bon, aux dernières élections, on a eu un nombre record de femmes candidates, on a un nombre record de femmes élues. Pour moi, où ce sera un vrai test, c'est à savoir, est-ce que ces femmes-là vont se représenter? Parce que, tu sais, je parlais des environnements et tout ça, là, et au-delà de quotas ou de parité, de tout ça, quand je disais que les environnements doivent faire en sorte que les femmes vont demeurer, là, on va avoir un test aussi avec les élections municipales, combien de femmes vont pouvoir se présenter. Alors, tu sais, moi, c'est ce qui m'appelle le plus quand je parlais du changement de culture, puis de faire en sorte que les femmes veulent se présenter. Isabelle, tantôt, tu parlais du fait que les femmes, c'est pas du tout la même stratégie pour aller chercher les femmes, puis Mégane, tu l'as dit aussi, puis Christine, je suis convaincue que c'est la même chose pour toi. Ça a été la même chose pour moi. Ça fait des années qu'on travaille sur mon dossier, puis même moi, avant d'accepter, je disais à 99% des chances que je me présenterai pas, donc... OK. Donc, c'est possible. Oui. Je devrais aller m'acheter un billet de l'auto. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, évidemment, des initiatives comme votre groupe présente et les différentes initiatives qui sont en place justement pour faire en sorte que les femmes ont le goût de s'investir puis qui trouvent l'expérience intéressante puis qui ne disent pas, ben oui, j'ai été là parce que là, il y avait un quota, entre guillemets, à remplir, mais qu'elles veulent rester, qu'elles sentent qu'elles sont là pour les bonnes raisons. Ça aussi, je pense que ça doit faire partie de la réflexion. Oui, tout à fait, parce que, oui, allez-y. Je voudrais relancer après là-dessus. Allez-y, Mégane. Je suis bien d'accord avec ce que mes collègues disent. Puis il y a aussi, je pense, il y a un cheminement à faire aussi auprès de l'Assemblée nationale. Les partis politiques ont leur devoir à faire, mais nous, on travaille aussi, il faut le dire, là, à avoir des gains au niveau de l'Assemblée nationale pour que ce soit plus attrayant. Donc, on travaille à avoir un congé parental là, à proprement parler. C'est encore quelque chose qui n'est pas atteint là, à l'Assemblée. Et puis, on parle aussi possiblement d'une garderie. Donc, il faut concilier ce travail-là qui est déjà très prenant, le travail de politicien. Ben, je pense qu'il faut aussi là, y aller
de se doter là, d'outils qui vont nous permettre de le faire. Donc, Oui. je voulais le rappeler là, qu'on travaille là-dessus pour pouvoir avoir plus de femmes aussi dans les prochaines années, parce que c'est pas juste le devoir ou la responsabilité d'un parti politique, mais aussi d'avoir vraiment d'avoir des outils qui sont attrayants pour les femmes là, pour bien faire leur travail. Donc, c'est vrai qu'il va falloir juger aussi lesquels vont se représenter pour un deuxième mandat, parce que moi aussi, personnellement, il faut que je me pose ces questions-là. Je n'ai pas encore d'enfant, mais ça va venir. Est-ce que je suis en mesure de me voir? Je suis d'une circonscription très éloignée. Je prends l'avion toutes les semaines. Alors, comment je vais pouvoir concilier ça pour le moment? C'est des questions que moi-même je me pose et que je suis certaine que d'autres se posent aussi. Alors, on est là pour essayer d'améliorer aussi la vie des femmes politiciennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Pas juste pour les femmes, pour les jeunes aussi qui ont des oui. Puis, Québec solidaire est un bon exemple de conciliation travail-famille et du poids qu'on se met comme élu de dire, ben c'est normal que je veuille prendre du temps avec mes enfants. Donc, ça aussi, c'est un enjeu de taille pour avoir une représentativité de la population. Tout à fait. Mais vous parliez de, justement, garder les femmes en politique, qu'elles se représentent. Vous parlez aussi de créer un climat peut-être un peu différent, d'améliorer les conditions d'exercice. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers? Quand on promulgue la parité et qu'elle est inscrite dans la loi, de facto, on est obligé d'organiser l'environnement pour les femmes, pour qu'elles se présentent à égalité, puis que tout le monde bénéficie, parce que tout ce qu'on fait pour les femmes, ça bénéficie aux hommes aussi. Les autres aussi peuvent s'absenter s'ils doivent s'occuper d'un enfant. Bon, et autres exemples. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours que l'environnement change, alors que finalement, si vous faites de la place aux femmes dans la loi, évidemment qu'elles vont se sentir attendues. C'est très différent, comme si je sais qu'il y a un siège pour moi, peut-être que je me poserais moins la question. J'ai plus de rivalité, là. Je sais que peut-être je pourrais y aller. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, Madame Charest, quand je parle de faire peut-être venir la loi avant le changement? Est-ce que ça se pourrait? Regarde une fille en ce moment, là, puis j'accueille la volonté de Mme Charest à travailler sur le changement des institutions qui est nécessaire. On en a long à faire là-dessus, mais moi, je regarde mes collègues là, qui ont eu des enfants dans la dernière année. J'ai 3 collègues qui ont eu un enfant dans la dernière année et qui jonglent avec ça, dont ma collègue Émilie, qui est aussi à l'autre bout du Québec, là, dans une situation qui ressemble à celle qu'envisage peut-être Mégane. C'est extrêmement difficile, puis il défriche en ce moment. Il défriche parce qu'il n'y en a pas de congé parental. Quand on attend pour changer les institutions, ben là, on place les personnes qui sont les premières, finalement, dans une position où elles doivent défricher. Et c'est extrêmement difficile. Émilie, par exemple, comme tous les députés, sa famille a droit à 5 allers-retours par année pour venir ici à Québec. Pas pour une personne comme moi, dont les enfants sont d'âge scolaire, ils viennent jamais. Ils sont à l'école. Ça change pas grand-chose. Mais quand on a un enfant qui est encore allaité, que le conjoint doit venir pour pouvoir en prendre soin pendant qu'on fait notre travail ici, 5 allers-retours par année, ça marche pas, là. C'est pas possible. Donc, c'est des choses que quand on les change, quand on les met pas en place, puis qu'on attend que la parité arrive, c'est très long et c'est très difficile à vivre. Et on se place dans une position où, oui, peut-être que ces personnes-là vont remettre en question, certainement, de se représenter. Un choix. C'est très difficile. Donc, si on prend des mesures pour la parité, on peut en même temps mettre en place des conditions, par exemple, dans les modalités de travail, dans l'encadrement d'un congé parental. Tout ça doit venir en même temps. Là. En fait, c'est parce que ce que je voulais demander aussi à Mme Charest, puis vous avez raison, Christine, de le mentionner, c'est de pas remettre sur les épaules d'une seule personne la difficulté de se débrouiller. Finalement, si tout le système, tout le Parlement, notamment parce qu'on parle de ça, se réunit et décide d'envoyer le message qu'on va prendre des dispositions, est-ce que c'est pas plus invitant? Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Charest? Ben, en fait, je pense que c'est de revoir en profondeur toute l'organisation de l'Assemblée nationale. Je suis pas certaine que ça va d'emblée, à partir du moment où tu as la parité, que toutes les conditions sont levées puis qu'il n'y a pas de défrichage à faire. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr. Alors oui, il y a à revoir beaucoup de choses.
Est-ce que du fait justement que de plus en plus de jeunes, de jeunes mères font partie de la députation, on va faire en sorte que ça... Tantôt, je disais par quel côté on le prend. Oui. Il y a quand même encore beaucoup de réflexions à avoir. Mais très certainement, du fait qu'on ait plus de femmes qui font partie des élus, ben ça ouvre la discussion, là, alors que c'était pas mal plus fermé il y a quelques années. Puis encore une fois, les femmes qu'on avait, bon, Isabelle, tes enfants étaient quand même assez jeunes quand tu t'es lancée. Mais les femmes, c'était après, bon, il y avait non, c'est pas vrai. Il y a des femmes qui ont eu quand même leurs enfants pendant leur carrière d'élu, là, mais il reste que c'est une minorité. Mais là, de plus en plus, ben, on veut attirer des jeunes. Puis donc, comme je disais, là, je suis pas sûre que la parité va nécessairement amener les bonnes conditions. Et peut-être que même, peut-être que ça bougerait moins parce que ça, c'est résolu. On a plus de femmes qui sont là. Je sais pas. Je dis. Mais c'est quand même un message que le. Les statistiques qui doivent être faites en même temps. C'est comme un message. En ce moment, ça repose sur les épaules des quelques jeunes, des individus. Mais en fait, c'est un message. Pardon, allez-y. C'est complémentaire, mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait des instances à l'interne dans l'enceinte du Parlement. Puis on le voit avec le comité, le cercle des femmes parlementaires et aussi le cercle des jeunes parlementaires qui souvent vont travailler sur des enjeux de conciliation travail-famille. Puis là, on a éventuellement une réforme qui va venir sur le Parlement comme tel. Donc, on travaille aussi... il y a beaucoup cette collaboration-là entre parlementaires de toutes les formations politiques pour améliorer les conditions de travail. Puis je pense que c'est bien de le mentionner parce que le Cercle des femmes parlementaires a été créé plus tôt et on a vu des gains réels pour les femmes dans la société avec cette collaboration-là et cette solidarité qui est venue de ce comité. Donc, je pense qu'on travaille encore en ce sens-là, mais il faut en faire aussi au point de vue légal. Une chose est certaine, une loi sur la parité, c'est pas une baguette magique, tout comme l'arrivée des femmes en politique n'a pas été une baguette magique non plus, puisque les femmes font de la politique. On fait de la politique comme tout le monde. Hein? On est obligé de jongler avec les mêmes enjeux. Mais sur cette question du leadership féminin, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez de la manière de gouverner des femmes? Qu'est-ce qu'elles ont apporté? Qu'est-ce qu'elles changent et qu'est-ce qu'elles pourraient changer? Question générale pour nous donner un petit peu d'espoir et de se dire qu'on va être là pour les prochaines années. Qu'on va être là pour rester d'ailleurs. Isabelle, si je peux me permettre, si je peux me permettre, j'ai assisté dernièrement à un atelier de leadership parlementaire avec la francophonie. C'était vraiment très intéressant parce que le leadership au féminin doit s'exercer partout. Hein. On n'est pas les seuls à se poser toutes ces questions. Tout à fait. Et ce qui était assez formidable, c'est qu'il nous mettait un tableau sur lequel on parlait des années 70 où on disait comment définir une femme qui veut avoir un poste important, puis quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une femme dans ces postes-là. Et notamment, c'était dans la catégorie ou en tout cas dans la colonne des inconvénients, c'est la sensibilité des femmes. Alors qu'aujourd'hui, en 2021, je pense que la sensibilité des femmes devient un avantage, devient un atout, devient une signature. Alors qu'avant, donc dans les années 70, c'était vu vraiment, la femme peut être trop sensible, elle va pleurer, elle va être touchée. Alors que dans notre vie de tous les jours, là, bien, on est touché, on est ému, on a le droit d'arriver justement comme gestionnaire avec un leadership assumé comme femme et de dire qu'il y a dans la société des événements qui nous touchent, qui nous bouleversent. Et c'est ce qui fait de nous qu'on veut parfois profondément transformer la société québécoise. Et je pense que ce qui était autrefois vu comme un signe de faiblesse est aujourd'hui, en 2021, vu comme une force. Et en ce sens-là, moi, je me dépose et je dépose plein d'espoir en la jeunesse québécoise aussi, qui pour eux, là, c'est pas... ils n'ont pas ces colonnes-là devant. Est-ce que ça, c'est un avantage ou un inconvénient, la sensibilité?
sont tellement pas là-dedans. C'est formidable. Puis j'espère vraiment, je fonde beaucoup d'espoir. J'en parle souvent avec mes enfants à la maison, là, dont un qui est ado. Et on le voit, là, c'est à discuter avec eux. Ils se disent, ben non. Les valeurs changent. Totalement. Et c'est tant mieux. Oui. Madame Charret, Madame Labrie, Madame Mélenchon, sur cette question. Perry-Mélenchon, pardon. Mais je pense que c'est vrai que cette sensibilité-là, on l'a de façon naturelle. C'est peut-être notre côté maternel qui fait en sorte qu'on est davantage préoccupé par les impacts sociaux sur une communauté. Je pense, entre autres, quand Madame Marois a mis sur pied le réseau des CTE, pour moi, c'est un exemple de quand on a des femmes qui sont impliquées dans des rôles des rôles décisionnels. On voit des réformes de cette ampleur-là qui viennent vraiment réellement avoir un impact positif sur les femmes, parce que ça a permis à beaucoup de femmes d'intégrer le marché du travail de cette façon-là, avec un réseau structurant et des places en garderie pour tous. Là, on travaille là-dessus, disons, oui, pour que les listes diminuent. On le souhaite toutes ici. Mais je pense que c'est ça, en fait. Avoir des femmes au pouvoir, ça permet de grandes réformes de cette envergure-là qui viennent aider le sort des femmes particulièrement. Mm-hmm. Madame Charret, vous voulez intervenir là-dessus? Au-delà de la façon dont les femmes font la politique, ou de la façon dont elles assument leur leadership, je pense que l'expérience est différente. Donc, forcément, on a un regard différent sur la chose, puis un regard plus complet sur les différentes situations. Donc, on part avec notre vécu comme femme, puis je pense que il y a personne qui veut faire abstraction de son vécu puis de la façon de vivre les événements, les situations. Donc, forcément, on l'amène dans notre carrière politique, donc avec un regard qui est plus complet d'une situation que seulement avec un regard unidimensionnel. Puis je veux pas dire que les hommes sont unidimensionnels, là, mais qui ont quand même pas l'autre moitié de la vision de la chose, là. Alors, je pense qu'il y a des femmes qui vont faire la politique de la même façon que les hommes, ou qui vont avoir un leadership qui est très semblable. Et puis en même temps, c'est correct aussi, parce que je pense pas qu'on doit cataloguer le leadership d'une femme d'une certaine façon. Puis, tu sais, même par rapport aux différentes positions que les femmes ont sur, que ce soit sur la parité, que ce soit sur les quotas et tout ça, c'est très différencié. Alors, je pense que, tu sais, c'est juste d'ouvrir les horizons puis de dire, on donne accès à toutes ces visions-là qui vont faire une vision plus complète puis qui représente plus notre population. Mais le leadership féminin, tel qu'on en parle aujourd'hui, est quand même vu comme une façon de gouverner. Puis beaucoup d'hommes peuvent aussi avoir ce leadership-là. D'ailleurs, c'est pas féminin, ça veut pas dire femme, ça veut dire une autre vision. Et donc, ont plus de sensibilité et d'empathie, donc prennent des décisions plus inclusives. Et ça, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au leadership féminin. Christine, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Moi, je trouve qu'il faut faire attention avec ça, d'essentialiser les traits de caractère, des qualités, de les associer plus particulièrement à des hommes ou à des femmes. Quand on fait ça, on entretient les stéréotypes de genre. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de déconstruire ces stéréotypes de genre. Et je pense pas que c'est juste de dire que les femmes sont plus sensibles ou leur leadership est forcément différent parce que ce sont des femmes. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il y a une diversité, puis c'est un peu ce que Mme Charret tentait de dire, ça prend une multiplicité des points de vue. Puis effectivement, comme femme, on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas les mêmes réseaux, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie. Et ça, quand on atteint la parité dans une institution démocratique, ça fait en sorte qu'on va avoir une multiplicité de points de vue, puis c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Mais pour moi, c'est pas parce que on est des femmes qu'on arrive avec quelque chose de plus intéressant, c'est simplement parce que on arrive avec un bagage différent, puis dans ce sens-là, c'est une diversité sur tous les points de vue qu'il faut essayer d'obtenir. Ouais. En fait, c'est pas lié à... C'est ça de dire qu'il y a un leadership spécifique aux hommes, puis d'essentialiser ça. Pour moi, c'est une pente glissante au sens où après,
on se fait juger en fonction de ça. Puis on a vu, par exemple, des femmes qui avaient un caractère plus ferme, par exemple, se le faire reprocher parce qu'elles ne correspondaient pas aux stéréotypes attendus de la part d'une femme. Oui. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je m'attends à une diversité là, dans notre présentation politique. Puis le genre en fait partie parce qu'il est associé souvent à lui. Oui, mais en fait, quand on parle de leadership féminin, entre guillemets, on parle de socialisation. On parle bien sûr pas de biologie, parce que si là, on rentre dans un débat dans lequel on voudrait pas aller. D'ailleurs, on n'y croit pas à ça. Mais c'est pas tout le monde qui fait la différence. Ouais. Ouais, mais je comprends. En fait, quand je veux dire que effectivement c'est plus le vécu que le style de leadership, mais je veux dire c'est chiffré. Il y a des statistiques qui disent par exemple qu'on a plus de proches aidantes que de proches aidants. Et c'est lié à la socialisation. Il y a des représentations plus élevées dans certains secteurs qui fait qu'elles connaissent la réalité ou un enjeu particulier et qu'elle est en meilleure mesure de le soulever dans son caucus. C'est peut-être là que je voulais dire qu'il y a une différence à ce niveau-là. Là. Ben, il n'y a pas de problème, là, c'est bien correct qu'on débatte de ça. C'est d'ailleurs super intéressant de parler de ça avec vous. Différence entre essentialisation, socialisation. Et d'ailleurs, on est tous issus de notre socialisation. Et donc, comme femmes, on partage des choses avec toutes les autres femmes. C'est pour ça qu'on parle de collectif. C'est pour ça qu'on parle aussi d'influence des femmes sur la politique. On s'attend pas à ce qu'individuellement, chacune fasse sa petite différence. Il faut aussi que ça soit porté par toutes les femmes qui sont là. D'ailleurs, je pense qu'on place beaucoup d'espoir en vous. Vous avez beaucoup de poids sur les épaules. D'ailleurs, peut-être des fois un peu trop. Ce serait bien que vos collègues masculins partagent aussi les mêmes priorités. Donc, écoutez, on va arriver à la fin de cette période de questions et de cet échange. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que on est très reconnaissante d'avoir pris le temps de vous réunir pour livrer un message de confiance en la parité et de nous assurer que vous travaillerez tout à maintenir les femmes en politique et à en augmenter le nombre. En fait, je voudrais aussi dire merci au public qui nous a rejointes afin d'appuyer la cause de la parité parce que vous avez toutes ces paires d'yeux qui sont aussi, et d'oreilles, qui sont aussi fixées sur vous. Comme je disais, c'est bien de vous demander de travailler pour les femmes, mais partagez donc ça avec vos collègues. Et donc, c'est ça, je vous remercie. Je voudrais juste dire aussi qu'il y a quelques minutes qui sont réservées pour des questions des journalistes, pour Madame Thérèse Mailloux, qui va être à votre disposition. Donc, je vais lui demander de remonter. Et vous pouvez rester avec nous, mesdames, si vous voulez les entendre. On espère qu'on va se retrouver l'an prochain en chair et en os pour célébrer les succès de la parité. Un grand nombre de femmes candidates pour les prochaines élections provinciales, ce serait vraiment merveilleux. Alors, en attendant, je vais inviter les journalistes qui sont présents, qui veulent poser des questions à Madame Mailloux au sujet de notre événement, de se manifester. Ça va prendre peut-être un certain temps parce qu'on a un passage d'écran. On n'a pas de questions. Madame Mailloux, avez-vous un commentaire? Non, mais seulement pour remercier nos chers invités. Merci, mesdames les députées, madame la ministre. Vraiment, vos discussions ont été, je les buvais assise à ma table. Alors, vraiment, vos discussions ont été inspirantes. Donc, on ne peut que souhaiter, comme le dit Pascal, que l'an prochain, on puisse célébrer plutôt que demander encore une loi sur la parité ou des dispositions. Effectivement, on a quelque chose dans un projet de loi actuellement sur la table. Alors, ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'il y a déjà. C'est une première au Québec qu'un projet de loi intègre des dispositions sur la parité. Donc, moi, je nous engage tous, toutes, à continuer l'étude de à tout le moins de ces articles-là, de les adopter et même de les mettre en vigueur pour la prochaine élection. Qui sait? Ce serait un pas en avant en attendant peut-être encore plus de choses. Merci beaucoup à toutes. Merci d'avoir été là. À l'an prochain. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.